Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, encore un DVD de la TNA, je sais. Et si je crois bien, plus que dernier, après ce sera terminé pour la TNA. Peut-être que je me concentrerai sur un coffret français, concernant le catch français. Et ça va dire quelque chose à Cinéphile, enfin WWE Réseau Souvenir, vu comment il essaie de m'indiquer, mais sauf que je connaissais déjà l'existence de ce catch français, c'est quand on détaille pas très bien les choses que je ne comprends pas du tout. Mais maintenant, j'ai compris le truc. Donc voilà, c'est inutile de me faire appeler. Et sans, on va dire, vous faire attendre, ben, je vais vous montrer directement le DVD en question sur l'année 2010 pour la TNA. Oui, Destination X, avec les Motor City Machine Guns contre Generation Me, ou plus particulièrement les Young Bucks. Place aux voltigeurs de la X-Division. Même si on nous a fait beaucoup rappeler que la X-Division, c'est pas question de poids, c'est question de style. Voilà, si on a un poids lourd et qu'on a un style aérien, ça peut compter dans la X-Division. Hein, parce que certains qualifient de la X-Division comme poids moyen, poids léger. Donc c'est un peu ça, on va dire. Même si on nous dit que c'est pas question de poids, c'est question de style. D'un autre côté, ça va comme de l'autre. Et en plus, ce sera particulier parce que, vu comment ce n'est plus dans le ring hexagonal, mais dans le ring carré. En français, bien sûr. Et c'est toujours Célian Varini. Mais comme j'ai dit dans Best of 2010, au commentaire, eh bien, il y avait Marc Blondin. Donc oui, qui est présent dans Best of 2010 et même dans ce pay-per-view là. Sachez qu'il y en a deux que j'avais cités dans Best of 2010 qui se trouvent ici. Si je crois bien, c'est Amazing Red, Brian Kendrick, Daniels et Kazarian et Generation Me et les Motor City Machine Guns qui figurent dans ce DVD. On va voir tout à fait. Je me rappelle du bonus. Bon, après, il y avait encore le clip de Genesis 2010, le clip de Planet Catch, mais aussi un documentaire Before the Bell. Donc, qui nous met en concept l'origine de la X-Division. Ouais, vu comment la TNA a commencé en 2002. Ça fonctionnait par pay-per-view weekly. Donc, chaque semaine, c'est pay-per-view qui durait 3 heures. Bon, après, c'était un TNA standard. Hein. NWA TNA. Il n'y avait pas forcément de nom, si ce n'est que c'est NWA TNA. Mais ça s'arrête ici. Et que, à l'origine, ben, la X-Vision a été créée comme ça. Même les catcheurs qui se sont rendus célèbres, comme un certain AJ Styles, qui est connu pour avoir fait partie de la X-Division. Lui qui était avant tout un poids moyen. Et suite à sa progression, ben, il a continué à avancer, jusqu'à atteindre le titre poids lourd de la TNA, de la compagnie. Et qui sera Monsieur TNA également. Vu comment, durant toute sa carrière, on l'a surnommé Mr. TNA ou Mr. Pro Wrestling. Non, plus particulièrement, c'est The Best Wrestler in the World. Il se faisait aussi appeler ça. Parce que oui, AJ Styles fait partie des meilleurs catcheurs du monde. Bon, après, on nous a parlé de AJ Styles, mais on nous a aussi parlé de Chris Daniels. Donc, Christopher Daniels en fait également partie, en même temps que Styles. Chris Sabin également. Il y avait aussi Paul London à un moment donné. CM Punk, je me rappelle qu'ils ont cité le nom de CM Punk. Il y avait qui encore? Jerry Lynn également, qui a été cité aussi. Excusez-moi si vous entendez que je fais... Parce qu'à chaque fois, j'ai le nez bouché. Et souvent, j'ai tout le temps mal la gorge. Oui, je sais, je vais décéder en vidéo. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais pas mourir si ce n'est qu'un petit tousse de rien du tout, qui me gêne. Après, vous connaissez, il y a même Alex Shelley qui révolutionne, jusqu'à ce que il y avait les Homicide, Amazing Red,
Homicide, Amazing Red. Loki, sous le nom de Senshi, ou Caval. Conséquence Creed. Black Magismo, J Lethal. Kazarian. Surtout Frankie Kazarian. Et d'autres, hein, vraiment d'autres noms, jusqu'à ce que Samoa Joe arrive, il change tout le déroulement de la X-Division, pour bien nous prouver que la X-Division, c'est pas question de poids, c'est question de style, vu comment lui c'est un poids lourd, parce que oui, il est plutôt grassouillet, et qu'on se dit, oh, ce grassouillet, ça se trouve, il sait pas décoller les pieds du sol, ça se trouve, il sait pas voltiger, si ça se trouve, il sait faire que rouler, pour ceux qui adorent se moquer du physique des autres, pour les grossophobes. Ouais, je sais, j'ai une gorge aussi qui part en couille, comme si j'allais perdre ma voix. Alors que ce grassouillet qui ne fait que rouler et qui ne sait pas décoller les pieds du sol, vous a tous, on va dire, bien surpris. Car Samoa Joe, certes, il est grassouillet, mais il sait, on va dire, voltiger. Il sait aussi faire des topés suicidaires avec un coup de coude. Ça lui arrivait même de faire un genre de topé suicidaire à la manière des luchadors mexicains. Et aussi, il est quand même agile malgré son poids. Bon, certes, il sait pas faire des springboards. Des slingshots, c'est pas trop son truc. Mais surtout, à retenir de Joe, c'est qu'il est hyper technique et qu'il tient beaucoup la cadence. Donc, à savoir, il tient beaucoup la cadence. Et que après, ça se termine là-dessus avec des bonnes, on va dire, réactions de la part des catcheurs qui en parlent leurs meilleurs moments. Et AJ Styles en a parlé de ses meilleurs moments. Mais après, moi, ce qui m'a surpris, c'est celui de Daniels. Car il s'en rappelle des meilleurs moments, c'était en équipe, où il était en équipe avec AJ Styles, ou avec Elix Skipper, ou Senshi, je crois, dans Triple X. Ouais. Ou alors avec AJ Styles, pour capturer les titres, où il avait sauté de loin pour récupérer les ceintures, ou encore sa deuxième souvenir qui lui a marqué, c'est quand, vous voyez, à Bound for Glory 2009, peut-être que je vous avais peut-être pas dit, ou peut-être que j'ai été trop préoccupé, que j'ai pas fait énormément attention. Lors de Bound for Glory 2009, où il affrontait plusieurs catcheurs, Daniels, et surtout Suicide. D'ailleurs, lui aussi, c'est un pionnier de la X-Division, et que je l'ai oublié de citer, Suicide, ou Suicide. Lors d'un spot où ils étaient au-dessus du Triple X, enfin, au-dessus du X de la X-Division, si je crois bien, Homicide, il fait un genre de Spanish Fly ou Daniels, et qu'au moment de la réception du Spanish Fly, Daniels est tombé sous la tête. Pas qu'il s'est brisé la nuque, mais qu'il a eu une commotion cérébrale, et qu'il était KO durant tout le match, donc il nous a expliqué ça, tandis que Styles, lui, c'est plus les moments où il avait failli mourir, ça c'est lui qui raconte, au moment où Chris Sabin ou Petey Williams, lui aussi c'est un pionnier de la X-Division, même Eric Young, donc la moitié des membres de la Team Canada, je les ai oublié de citer que c'était eux aussi les pionniers de la X-Division. Ouais, au moment où Styles, il se prenait un saut chassé de la part de l'un des deux, que ce soit Chris Sabin ou Petey Williams, il faisait un genre de flip, et qu'il est tombé miraculeusement sous le dos, et qu'il aurait pu se faire mal sous ce coup, mais heureusement qu'il a réussi. Mais sinon, c'est sa plus belle victoire qu'il raconte. Et après, le reste, c'est que des souvenirs pour certains catcheurs. Oh purée, quel nez bouché. Je vais essayer de pas trop vous gêner. Et que maintenant, on passe directement au show, et que le show débute déjà avec Kazarian contre Amazing Red, contre Brian Kendrick et Christopher Daniels. Pour le match de l'échelle pour le contrat. D'ailleurs, le match qu'il y a ici. Donc là, on voit Kazarian, Kendrick, j'ai reconnu les cheveux, et le pantalon noir et rouge, c'est Amazing Red. Tandis que Daniels, on ne voit pas sous la photo. Ouais, donc c'est un contrat pour peut-être avoir la chance au titre de la X-Division.
Pourtant, Daniels, qui est pourtant expérimenté, peut-être qu'il aurait pu se concentrer dans d'autres horizons. Mais pour un titre du monde poids lourd, c'est perdu d'avance. Quand on entend certains. Et d'ailleurs, il est présent dans le Best of 2010, comme je vous avais déjà dit. Il n'y a eu que des gros spots. Que ce soit avec des échelles, des gros spots avec des prises. Il y a même des finishers de chaque côté, comme le finisher de Daniels, le best moonsault ever. Kaz, que lui c'était la descente de la cuisse sur une échelle, je crois. Amazing Great, ben lui c'est que des rôles acrobatiques. Et si je crois avec Henrik, c'était le fil à couper le beurre. Ouais, comme c'est le nom du finish. Mais à la fin, Daniels pensait avoir le contrat justement à portée de main. Mais Kazarian, il n'était pas si loin. Il a distrait Daniels et il a même bloqué les jambes de Daniels sur les échelons de l'échelle pour que, si je crois bien, il va décrocher le contrat. Ouais, donc c'est lui qui décroche le contrat pour un titre, justement. Et du coup, ben, c'est victoire de Kazarian, sans plus ni moins. Ce match-là en description pour éviter que je dise de conneries. Le deuxième match, c'est un match pour le titre des knockouts. Donc pour les titres féminins. Oui, les knockouts qui peuvent vous briser la nuque comme elles peuvent vous briser le cœur. La championne en titre, c'était Tara contre Daphné. Oui, Victoria accompagnée de sa tarentule. Oui, je dis Victoria parce qu'à l'époque, elle se faisait appeler Victoria. Il faut que je trouve ce match-là, s'il est présent. Ah ben non, c'est pas grave. Ah ben si, il est là. Ouais, donc, on voit un moonsault de la part de Tara sur Daphné. Avant qu'elle enlève son t-shirt. Je m'en rappelle de ça. Et que, même si Marc Blondin parlait un peu, on va dire, vous voyez, un peu bizarrement, malgré que ce soit son accent franco-québécois, et que Sailor Marini est toujours fidèle au rendez-vous pour tous les shows, gros événements. Il n'y a que lui qu'on entend. Mais après, il laisse la lumière aux autres. Hein. C'est pas parce que c'est un commentateur phare pour la TNA qu'il n'a pas le droit de faire briller les autres. Hein. Même les commentateurs étrangers. Hein. Comme un Québécois comme Marc Blondin. Voilà. Même si on sait bien que dans l'autre DVD, dans le retour de Jeff Hardy dans un Mondo Catch, il commentait avec Christophe Ajus. Pardonnez-moi. Et que c'était encore surprenant à voir rien qu'aujourd'hui. Et que, vu comment c'était un peu énorme, même si on disait que c'était pas top, et pourtant c'était pas mal. Je vous le cache pas du tout. Bon, après, le match féminin était un peu court. Je me rappelle des échanges de prises entre les deux, jusqu'à ce que Daphné voulait essayer de tricher, je crois. L'arbitre l'en empêche. Et c'est là où Tara, elle fait sa prise finish sur Daphné, en la surprenant, justement Daphné, avec son Willow Speak. Vous voyez, maintenant je retiens sa prise. Le Willow Speak pour la victoire. Donc elle capture son titre. Enfin, elle est toujours championne, bien sûr. Qu'est-ce que je raconte? Et au moment où elle veut partir avec Poison, donc Poison c'est sa tarentule, et que je me rappelle lors d'un match, elle faisait la tarantula, près des cordes. Mais sinon, elle avait ramené sa tarentule à l'arène, dans un show de catch. Et que d'habitude, quand elle faisait ça, quand elle fait ça avec sa tarentule, c'est pour plus mettre sur ses adversaires, pour que ses adversaires ont peur. Ils ont peur, ils sont arachnophobes en fait. Voilà. Donc elle crée ça pour créer un peu de peur. Et du coup, elle va chercher, mais sauf que elle est passée où sa genre de plexiglas spéciaux pour araignées. Eh ben, elle se pose des questions, qui lui a piqué. Eh ben, c'était Daphné qui lui avait piqué sa tarentule. Et que ça se poursuit même au vestiaire.
Et je crois qu'ils se sont bagarrés. Je sais pas si on a vu une vidéo, mais je crois qu'ils se sont bagarrés. Impossible. Hein. Peut-être que j'ai pas non plus vu tout ce qui se passe, mais je sais bien que qu'ils se sont bagarrés peut-être. Bref, c'est pas grave. Ce match-là, 3,20, il était pas mal. Et je vais un petit peu couper la vidéo parce que après, il faut que je me mouche parce que j'ai pas envie de vous gêner. Parce qu'on entend comme ça, avec ma voix et tout. Donc pour ça, je vais un peu couper et on se rejoint tout de suite. Donc voilà, je repoursuis. Et maintenant, ben, au match suivant, ben, Rob Terry contre Magnus. Alors oui, bataille de anglais, un match qu'on voit ici. Donc il y a une petite rivalité pour le championnat global légende TV. Ouais, parce que ça tourne en rond. Ça rame un peu du cul pour les changements de nom du titre. Donc ils sont plus où est-ce qu'ils sont nés. Enfin, où est-ce qu'ils en est, justement, au sujet de ça. Et que le match est très court. Car je me rappelle, bagarre, à peine que le match débute, voilà, ça part en castagne. Castagne à l'anglaise. Et que ça s'affronte, ça se bat, ça se bat, ça se bat. Et après, je crois que c'est Rob Terry qui arrive à le surprendre avec un genre de big boot et une prise finish. Et après, je me demande, oh putain, c'est déjà terminé? Je me suis dit ça, moi. C'est terminé déjà? Et du coup, ben, c'est victoire de Rob Terry qui conserve son titre. Et que ce match-là, ben, je lui mettrai un 3,20 également. Voilà. Et ensuite, le match qui est présent dans Best of 2010, comme je vous avais déjà dit. Motor City Machine Guns, plus besoin de vous les présenter. Contre Generation Me. Oui, Generation Me, ma génération, ou génération moi. Donc, Jeremy Buck et Max Buck, qui sont entre autres les Young Bucks. Donc, Matt Jackson et Nick Jackson. Et non, je ne fais pas erreur. Je ne fais pas erreur du tout. Et qu'ils font vraiment une bonne impression pour la division par équipe de la X-Vision, justement. Et qu'ils prouvent même aux Motor City Machine Guns que malgré qu'ils les ont déjà battus une seule fois et qu'ils veulent remettre le couvercle, eh ben, ils impressionnent vraiment leur monde, hein, les Generation Me. Et qu'on se rappelle des spots de fou dans les échelles, des spots de malade avec des prises, des échanges de prises techniques en équipe. Il n'y a pas à dire, c'est aussi du grand masterclass, comme on peut voir. Mais qu'à la fin, vous avez vu l'image, eh bien, ils étaient tous dans l'Ultimate X, enfin, dans les câbles du X, pour attraper justement le X, bref, vous avez compris. Il fallait capturer le X qui était accroché au câble qui forme un X. Donc ils étaient tous en haut. Et si je crois bien, c'est Alex Shelley qui décroche le X pour donner la victoire à son équipe. Donc c'est victoire de Motor City Machine Guns. Et si je crois bien, ils auront encore un match de plus pour les titres par équipe. Vu comment ce sont des habitués pour les titres par équipe, comme Beer Money Inc., comme la Team 3D, et comme la plupart des autres équipes qui veulent se faire un nom dans la division par équipe. Ce match en description, bien sûr, vous avez compris. Ensuite, The Band contre l'équipe de Eric Young et Kevin Nash. Donc tout d'abord dans The Band, c'est Scott Hall et Sixpack, Sean Waltman, si vous préférez. Et il y a une stipulation, si le groupe avait gagné, ils auraient reçu un contrat à la TNA, mais si le groupe aurait exactement perdu, ils doivent quitter la TNA pour de bon. Donc, vous avez compris, si jamais Scott Hall et Sixpack auraient échoué, ben, ils auraient quitté pour de bon. Et là, pas de thunes et pas d'endroit pour faire la teuf. Donc ce serait d'office pour eux de plus revenir à la fin. Comme quoi, l'ironie à cette histoire, c'est que on peut pas non plus tout avoir.
et que il va y avoir une trahison. Oui, il va y avoir une trahison dans ce match. Après, Kevin Nash qui a un peu été sous le ring, voilà, donné quelques coups, quelques, je sais pas moi, des petits coups, des big boots, etc. Pour avoir des réactions de la foule, même si la foule n'est pas non plus très favorable à son sujet. Et aussi, moi pour ma part, quand je vois Kevin Nash comme ça, du côté du bien, on se dit, et si cet enfoiré peut tourner sa veste à tout moment, ça peut arriver. Eh bien, sachez que c'est arrivé. Car c'est bien sûr de lui que je parle. Un coup qu'il avait fait un changement avec Eric Young, il était en feu, il était en furie, il voulait se faire Scott Hall, il voulait se faire six-pack. Et après, il se fait tabasser, il se fait tabasser, il se fait tabasser. Il voulait avoir un changement, mais on l'en empêche à chaque fois. Mais il continue, il lâche pas l'affaire. Il sait bien que si jamais il ne fait pas, ben, ce serait fini pour ses chances et pour mieux respirer. Même s'il veut gagner le match à la fin, mais après, on se rend compte qu'au moment où Kevin Nash veut tendre sa main pour faire un changement, Eric Young croyait qu'il pouvait avoir confiance en Kevin. Et qu'au moment où il veut faire le changement, eh ben, Kevin Nash, eh ben, il recule vraiment hors du ring. Et il veut pas faire le changement. Donc ça laisse Eric Young à son triste sort, qui se fait tabasser par Six et par Scott Hall. Donc les deux s'associent. Donc, vous voyez bien la supercherie. Kevin Nash et Scott Hall, ils étaient mèches, même avec six-pack. Et par contre, je vous avais peut-être pas dit dans le retour de Jeff Hardy, donc le mode catch. Je me suis trompé, c'était pas Kevin Nash qui avait gagné, c'était Scott Hall, à cause d'une intervention de Six ou d'une tricherie qu'il y a eu. Donc, erreur de ma part pour ça. Et pour ça, je tenais à m'excuser. Donc, en gros, ils ont enterré Eric Young pour former le genre de petit clic. La clique à 3, pardon. Donc, c'est victoire de The Band. Et putain, quelle déception. Je vous cache pas que ce match... je le voyais à des kilomètres, mais j'étais déçu. Hein. Donc, j'étais extrêmement déçu. Je m'attendais à mieux, même si la trahison était très prévisible à mon goût. Pour moi, c'était très prévisible. Je voyais ça... ça se voit comme grand comme une maison. Ça se voit grand comme une maison. Donc, voilà, quoi. Donc, pour raison, je mets un 3. Je suis méchant, mais je mets un 3. Et qu'après, Six-Pack, il prend une boobe en noir, comme à l'époque de la NWO, mais sauf qu'ils vont pas marquer NWO. Ils vont taguer le ring, là où Eric Young est posé. On va dire comme si c'était une scène du crime. Donc, Six-Pack, il prend la bombe, il entoure Eric Young au centre du ring. Non, c'est pas au centre du ring, c'est du côté droit du ring. En haut, bien sûr. Ou en bas, peu importe. Eh bien, il commence à taguer le ring. Et là, on voit comme si c'était une scène de crime. Alors que c'était un peu comme une victime, Eric Young. Il a été victime de la supercherie de la clique. Et ça termine là-dessus. Match pour le titre de la X-Division. Doug Williams contre Shannon Moore. Donc pour le titre. Et que concernant le tag sur le ring, ça va y rester jusqu'à ce que, avec la transpiration des catcheurs, ça part petit à petit. Donc comment ils ont tagué le ring. Comme si c'était une scène du crime. Donc ça va un peu s'effacer petit à petit. Mais bon, on s'en fout un tout petit peu. Vu comment c'est les matchs que je dois citer et pas la débilité. Et que ce qui va se passer, si je crois bien, ça démarre sur le chapeau de roue avec des prises, des tijuana, des enchaînements à la dure, à la britannique, même un roulade German suplex que je crois qu'a été contré. Et après, lorsque Douglas Williams n'a plus de solution,
eh ben, il avait décidé d'essayer de tricher. D'ailleurs, il a voulu essayer de tricher, mais que l'arbitre avait vite découvert jusqu'à ce qu'il ramène, si je crois bien, une brique et qu'il fracasse sur le crâne de Shannon Moore. Et du coup, ben, Shannon Moore, ben, il finit en sang. Et ça permet à Douglas Williams de faire le tombé. Donc il fait le tombé sur Shannon Moore pour la victoire. Et après, ben, il continue à attaquer Shannon Moore et qu'il dit qu'il n'était pas à sa hauteur, qu'il ne sera jamais à sa hauteur, car lui, c'est un des plus grands champions de la X-Division, selon lui. Donc selon lui, c'est un des plus grands champions de la X-Division. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est accepté? Oui ou non? Ça, les débats, je ne peux pas en décider. Et que ça se termine là-dessus. Ça se termine là-dessus. Pour ce coup-là, j'ai un peu apprécié. J'ai vraiment un peu apprécié. Je lui mets 3,5. 3,5 que The Band contre Nash et Young. Voilà. Même s'il y avait pas mal de scènements en coulisses avec Hulk Hogan et Abyss. Ou encore Eric Bischoff qui s'est pas remis de l'humiliation du coupage de cheveux de la part de Mick Foley. Ça aussi, j'aurais pu vous en parler, mais ils auraient pu écrire. Ouais, parce qu'en fait, Eric Bischoff s'était fait raser la tête par Mick Foley. Et le haut du crâne, hein, pas tout le crâne, puisqu'on s'en rappelle lors de Taboo Tuesday 2004, le pay-per-view que j'ai en question, eh ben, c'était Eugène qui avait rasé la tête de son, on va dire, tonton, entre guillemets, dans la storyline, bien sûr. Là, c'était complètement, mais là, c'est plus du haut du crâne. Et que j'aime bien, Abyss, il fait une vanne en disant « Tu vas voir un match de foot ou quoi ?» Donc, il n'a pas apprécié cette vanne. Vraiment, il a vraiment pas du tout apprécié. Et que il ressort avec une déception amère, quoi. Vraiment amère, amère, amère. Et ensuite, si je crois bien, match par équipe, ouais, Beer Money Inc. contre Matt Morgan et Hernandez. Il y avait beaucoup de tension, vraiment beaucoup de tension entre les deux, Matt Morgan et Hernandez. Vu comment Matt Morgan, qui commence à devenir heel, vraiment organiquement, commence à retourner sa veste envers ben, son coéquipier. Donc de manière incompréhensive. Et quand je vous dis incompréhensif, c'est vraiment incompréhensif, compréhensif. Hein. Vu comment ça s'est, on va dire, auto-stagné, entre guillemets. Et pourtant, on donnait pas cher de leur peau. Vraiment pas du tout. Même si la Beer Money Inc., inutile de vous les présenter, vu comment c'est aussi l'une des meilleures équipes, veulent justement les titres aux deux autres qui ne s'entendent pas du tout. Parce que comment mettre champion de personnes qui ne s'entendent pas? Parce que c'est pas, on va dire, The Rock, Mick Foley. Ça n'a pas le même niveau, ça n'a pas le même impact. Et pourtant, malgré leurs différences, il va en avoir un qui va remporter le match pour son équipe, même si on ne peut pas appeler ça une équipe. Donc je vais parler de Matt Morgan, qui arrive à faire le boulot sur Beer Money Inc. Si je crois bien, celui qui va servir de serpillière, c'est James Storm, je crois, ou Robert. Eh ben, c'est Matt Morgan qui arrive à battre l'un des deux pour prouver que c'est lui l'homme fort de cette équipe, même si on peut pas appeler ça une équipe. Et après, ben, il attaque Hernandez de manière en traître. Bref, il n'a pas d'honneur. Il a vraiment aucun honneur. Il est vraiment au sans scrupule. Et que c'est un beau salaud. Vraiment un très beau salaud auquel on ne peut pas pardonner. Et après, ben, ce match-là, ouais, pareil, 3,5. Pareil, 3,5. Ouais, je sais, je sors pas mal de 3,5, mais bon, vaut mieux que je trouve une cohérence. Après, un match plus sérieux. De toute façon, les deux matchs seront sérieux. Donc, Kurt Angle contre Mr. Anderson. Vu comment Anderson avait battu Kurt Angle lors de Against All Odds 2010, là où leur rivalité a commencé,
et qu'ils étaient en tournoi pour le titre, et qu'on a compris la nature de Ken Anderson quand il a fait le mic check sur Kurt Angle. Il lui a même posé sa médaille sous son torse, puis le crachait dessus. Donc il a pris ça pour un manque de respect, que ce soit envers la patrie américaine, parce que la médaille de l'armée, c'est pas lui qui l'a obtenue, c'est la médaille la veuve d'un militaire décédé qui est mort pour son pays, donc justement l'Amérique. Et pour ça, ben, Mr. Anderson n'a aucun sans scrupule. Il est vraiment, on va dire, à bout de l'inacceptable. Parce que inacceptable, il l'est justement. Car il prouve à quel point que c'est un trou du cul, donc un trou duc. Et que il s'en fiche s'il y en a qui sont avec lui ou contre lui. Et que pour lui, le catch, c'est réel, les gens sont faux. Ah, parce que c'est un de ses slogans de t-shirt. Le catch, c'est du réel et les gens ne sont que du faux. C'est pas les catcheurs, peut-être qu'ils visent des catcheurs, mais aussi les êtres humains comme vous et moi, quoi. Donc, il y en a qui font semblant d'aimer le catch, ou alors il y en a qui aiment bien le catch par suçage de tub. Parce que j'en connais certains, et ils sont pas très nombreux. Mais ça, je vous dirai pas les noms, ça servirait à rien. Et que du coup, ben, Kurt Angle, il veut se venger pour sa patrie, pour les États-Unis, à cause de l'humiliation et aussi d'un crachat qu'il a subi lors d'un pacte. Parce qu'il a encore mis le couvercle, Anderson. Et du coup, ben, les deux font leur entrée. Ça démarre vite. Et ça va aussi dans la technique. Dans la technicité, dans la brutalité. Tantôt, c'est Anderson, parce que maintenant, il ne faut plus l'appeler Kennedy. Même s'il y en a qui s'en rappellent sous le nom de Kennedy. Anderson, ben, il prenait énormément d'avantages. Il passait vraiment son temps à narguer Kurt Angle, vraiment à le faire péter un câble, à le faire dévisser un boulon, tout ce que je peux vous dire, et que il n'en a pas fini, il en rajoute encore, à l'humiliation après l'insulte, ou l'insulte à l'humiliation. Donc ça part en match technique, des German suplex, tentative de mic shake, et si je crois bien, c'est là où ils arrivent à mettre KO un arbitre, et que Anderson donne un coup dans les couilles de Kurt Angle. Il va aller chercher la chaise. Enfin, tout d'abord, c'est la chaise d'abord. Il va fracasser le crâne de Angle. Et après, ben, il a trouvé ben, le médaille de l'armée américaine. Où il veut s'en servir contre Kurt Angle. Il veut vraiment s'en servir contre lui. Jusqu'à ce qu'il se fait prendre à son avantage. Et qu'il se prend un Angle Slam. Et là, Kurt Angle, il va rechoper la médaille de l'armée américaine. Et qui va s'en servir pour acérer le front de Anderson. D'ailleurs, si je crois bien, on voit qu'il y a du sang. Ouais, excusez-moi si vous avez vu du sang, je m'en excuse. Parce que j'ai pas prêté attention. Donc, il commence à lui acérer ben, le front. Et après ça, ben, il lui fait un ankle lock. Et après ça, si je crois bien, il arrive à faire abandonner Mr. Anderson. L'arbitre valide l'abandon. Donc c'est victoire de Kurt Angle. Puisque Kurt Angle croyait que ce serait terminé entre lui et Anderson, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est loin d'être terminé. Car Anderson, malgré qu'il est ensanglanté, un peu groggy, s'adresse à Angle et qui lui dit tout simplement puisque tu vas t'en aller, tu vas, on va dire, te reposer, rejoindre ta famille. Mais lorsque tu seras chez toi, tu vas penser à moi. On dirait un psychopathe qui donne un truc derrière la tête à la victime en disant, certes, tu m'as battu, mais c'est loin d'être terminé, car
lorsque tu vas partir, tu vas penser à moi. Même quand tu te douches, même quand tu manges quelque chose, même quand tu t'occupes, même quand t'es avec ta copine que tu penseras à lui. Non, c'est pas vrai. Il dit pas ça à Kurt Angle, mais en fait, c'est une façon de parler. Eh ben lui, il dit comme si c'est pas terminé et que sa façon de le voir va le hanter pendant des semaines, qui sait, un mois après, parce que ils vont s'affronter une ultime fois à Lockdown, même si on sait bien qu'ils auront pas mal de rivalité, les deux. Et que il va se souvenir de son nom et surtout de cette personne, Mr. Anderson. Anderson. Ken Anderson. Donc il n'arrêtait pas de dire Anderson, Anderson, Mr. Anderson, Mr. Ken Anderson. Il n'arrêtait pas de dire ça. Comme un malade en fait. Vraiment comme un putain de malade. Donc incroyable Mr. Anderson, même s'il n'est plus dans l'univers catchien. Pourtant on le regrette qu'il n'est pas là. Même si je sais qu'il est entraîneur, il catch dans quelques petites promotions. Mais sinon, c'est tellement dommage qu'il ne peut plus revenir. Mais bon, chaque chose a une fin. Du fait qu'il soit heureux, ben, on est heureux pour lui. Et c'est pareil pour Kurt Angle, même s'il n'a pas lâché complètement le catch. Mais concernant ce match-là, oui, concernant ce match-là, je pense peut-être que je lui mettrai un 3,60, car j'ai apprécié. Ou alors peut-être que c'est un peu trop. Mais j'ai apprécié quand même. J'ai apprécié quand même. Et maintenant, ben, le main event, il y avait l'interview de AJ Styles qui s'adressait à Abyss en disant que lui, il ne croyait pas au lapin de Pâques, au Père Noël, bague magique, conte de fées, tout ça. Eh ben, il met en haleine ben, tout ce que les croyances d'Abyss ne sont que de la folie. Et que même Abyss disait que grâce à la force de la bague du Hall of Fame, il va, on va dire, détruire, il va faire qu'une bouchée de AJ Styles. Et il va aussi encore s'occuper personnellement de Ric Flair, vu comment, dans l'impact que j'ai dans le retour de... Non, non, c'est pas dans le retour de Jeff Hardy. En fait, si. Je sais plus. On va dire c'est ça. C'est un peu ça, vu comment, lorsque AJ Styles avait affronté Jeff Hardy, qu'il a perdu face à Jeff Hardy, eh ben... Abyss s'est occupé de Ric Flair et qui lui a fait un chokeslam dans la petite structure en carton qu'on passe à travers. Voilà. Et ben du coup, il va faire la même exception avec AJ Styles, tandis que AJ Styles dira qu'il ne fera rien, car contrairement à lui, il n'est pas phénoménal, et que il va se débarrasser d'Abyss pour de bon. Donc il annonce la couleur. Et étrangement, Abyss a été acclamé, mais aussi un petit peu hué. En même temps qu'on est le petit larbin de Hulk Hogan, c'est un petit peu normal. Hein. Ah, parce que vu comment il a le thème d'entrée de Hulk Hogan, il a, on va dire, le côté un peu Hulkamaniaque dans sa manière de faire les choses. Car il fait le signe de la main vers l'oreille en disant « Allez-y, criez, je veux vous entendre ». Ou encore, tous les citations et les logoments fétiches de Hulk Hogan. Donc ils s'affrontent. Après ça, vu comment c'est Abyss qui a lancé les hostilités. Donc ça démarre fort, ça part prise pour prise. Même si on sent que Abyss peut faire qu'une bouchée d'AJ. Et que AJ se trouvait mal en point. Et que si je crois bien, il est accompagné par Chelsea et Ric Flair. Que Ric Flair, il est en chaise roulante. C'est pour ça qu'il s'est fait passer à travers le décor. Et que malgré tout, il est toujours là pour son poulain. Donc ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Je pensais que AJ Styles pourrait, on va dire, essayer de battre pour de bon Abyss, vu comment il annonce publiquement. Et mettre en haleine certains qui pensent que c'est un vantard, que c'est un prétentieux, et qui n'arrivera pas. Et pourtant, on sait qu'il peut le faire. Tandis qu'Abyss, on l'a trop sous-estimé, on l'a trop fait passer pour un fou,
mais faut pas trop le faire passer pour un fou, vu comment il est capable aussi du pire, comme un autre pire. Et oui, sans dire et faire de jeu de mots, vu comment je dis tout ce qui était dit. Après, ben, l'arbitre KO, à cause que, si je crois bien, Ric Flair a mis les doigts dans les yeux de l'arbitre. Et du coup, ben, ça a enchaîné avec des bordels, encore des bordels. Jusqu'à ce que Hulk Hogan arrive avec Earl Hebner. Oui, encore l'arbitre le plus controversé de l'histoire. Et donc c'est Earl Hebner qui arbitre le match, vu comment l'autre il s'était fait arracher les yeux par Ric Flair. Bien sûr, il ne lui a pas vraiment arraché, mais on va dire comme s'il lui a réellement arraché. Tandis que Hulk Hogan, lui, il arrache Ric Flair du match. Donc, il fait, on va dire, bousculer de la chaise en faisant marche arrière. Je me rappelle des petites bouscules. Et aussi, quand Ric Flair, mais il n'arrête pas de gesticuler, mais il devenait fou. Donc, ouais, il se poussait. Mais sinon, c'est Hogan qui le fait écarter de l'arène. Pour laisser les deux se battre à mort. Et après, après un moment d'inattention, et on pensait que ce serait le tournant du match, eh ben, Abyss avait une idée, mais une idée assez folle. Il prend en position du chokeslam sur AJ Styles, au centre du ring. Et c'est là où AJ, il passe à travers le ring, carrément. Donc il a complètement, on va dire, détruit le ring, Abyss. Et l'arbitre, Earl Hebner qui sonne la cloche, et ça se termine en non-concours, il est marqué. Donc on va dire en non-contest. Il n'y a pas de vainqueur ni de perdant, c'était un match nul. Et pour ça, ben, on se rappelle que Flair, il arrive à marcher. Il y avait aussi Desmond Wolfe qui arrivait. Et après, il se fait mettre KO, je me rappelle. Oh putain. Je me rappelle, j'ai vu. Eh ben, quand c'est Desmond Wolfe qui se finit KO, il finit dans le trou avec AJ. Et quand c'est pas Desmond Wolfe et AJ, c'est Ric Flair qui finit dans le trou. Donc les trois, ils finissent dans le trou. Et du coup, ben, Abyss est là pour fêter et célébrer avec les fans, avec Hulk Hogan. Et ça se termine là-dessus. Donc, wesh. Vraiment, j'ai jamais, on va dire, bien compris pourquoi. Mais maintenant, j'ai compris pourquoi. Voilà. Et que ce match, c'est au même niveau que Engel Anderson, personnellement, même si c'est différent. Je mets 3,60, tout simplement. Et que c'est la fin pour cette review qui est un peu longue, pour X-Division, enfin pour la Destination X, parce que oui, j'ai beaucoup blablaté. Oui, je sais, le mec est blablate, sans s'arrêter. Voilà. Donc maintenant, je crois que j'en ai terminé avec ça. Pour ce qui est match et bonus, un petit reportage. Et sainement promo et l'ensemble. Ben, je lui mets 3,70. Voilà, 3,70, ça peut aller. Et avant qu'on se quitte, ben, je vais vous montrer les DVD que j'ai reçus. Ceux-là, ils n'étaient pas en cadeau parce que je les ai eu en retard. Donc, c'est un petit peu normal. Mais je vais vous montrer ça. Attention, attention. Voilà. Tous les DVD. Donc, tout d'abord, ben, je vais commencer par au-dessus. Tout d'abord, ben, Payback 2013. Enfin, j'ai le dernier de 2013. Enfin. Vengeance 2005. Il me manque Backlash et ECW One Night Stand. Si je ne me trompe pas. Et après, dans l'année 2003, il m'en manque pas mal. 2002 également. 2014. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Et d'autres années. No Way Out 2005. Apparemment, le choix évité. Mais sauf que je vais quand même voir pour un peu tirer ma curiosité. Backlash 2004. Enfin, je l'ai celui-là. Et que je ne l'avais pas et maintenant je l'ai. No Way Out 2004. Cette fois-ci, j'ai la jaquette originale, j'ai le disque original. Et j'ai tous les matchs originaux, tandis que l'autre,
mais c'était un DVD complètement inutile. Voilà, on va pas se cacher, c'était complètement inutile. Mais je l'ai celui-là et c'est un pur plaisir de l'avoir. Et ça termine l'année 2004. Même si j'avais dit 2004 à finir, et pourtant, là, j'en ai quasiment fini. Mais il me reste plus qu'à regarder. SummerSlam 2002, avec l'affiche Rock versus Brock. Alors oui, j'ai l'anthologie de SummerSlam. Et c'est le volume 3. Parce que le volume 1, le volume 2, le volume 4, je ne l'ai pas. Mais, on va dire, ce show, je l'ai un peu en deux fois. Donc c'est un petit peu dommage. Mais c'est pas grave du fait que j'aime bien. Ça me plaît énormément. King of the Ring 2002. Ah oui. Vu comment je voulais savoir s'il était bon. Pourtant, je m'attendais pas à voir des anciens shows, que ce soit 2002, un peu de 2004 et 2005, mais pourtant, je les voulais. Et que je crois que je vais prendre pas mal de plaisir à regarder. Survivor Series 2001, avec la team WWF contre la team Alliance, qui va se terminer. Donc, pas mal. Donc, oui. C'est un de mes nombreux WWF que j'ai. Et vous allez voir qu'il y en a pas mal de WWF. Survivor Series 2000, oui, j'allais dire ça. Donc en 2000, donc l'année 2000 qui est mon année. Je ne vous le cache pas. Et que il a l'air qu'il est bon. Même si j'ai déjà fait une review sur le match entre Austin et Triple H. Mais sinon, à découvrir. SummerSlam 1999, également que j'ai dans l'anthologie du volume 3. Donc voilà, ça fait pas mal de WWF que j'ai. Et ensuite, encore, TLC, Tables, Ladders and Chairs, avec les Hardy Boys, Edge and Christian, et les Dudley Boys, dans Attitude, WWF Attitude Collection. The Three Faces of Folly, les trois visages de Mick Foley. Mankind, Dude Love, Cactus Jack. Austin versus McMahon. Voilà, Austin contre McMahon. Austin 316, Uncensored. Ouais, incensuré. Et enfin le dernier. Vu comment je vous avais déjà montré Survivor Series, les meilleurs de 1987 à 97. Et bien là, c'est du 1er jusqu'à 14. Il me semble que c'est ça. Ouais, on va dire que c'est le 14. Ou le 15 peut-être. Non, non, c'est le 14. Voilà, c'est le dernier. Et vu comment vous avez découvert, donc je vais terminer avec cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette review sur la TNA. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et si cette vidéo vous a vraiment bien aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.